Au sommaire de cette édition, énième conférence sur la crise libyenne. Elle s'est ouverte ce lundi en Italie. Désignation de candidats communs de l'opposition pour la présidentielle en RD Congo. L'UDPS se retire de l'accord de Genève ratifié ce week-end. Puis visite de la ministre française des Forces armées et de la ministre allemande de la Défense au Mali. Objectif, échanger sur la force G5 Sahel. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les principaux acteurs politiques libyens rencontrent les dirigeants mondiaux en Italie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la dernière tentative des grandes puissances pour relancer un processus politique en panne depuis longtemps et déclencher des élections. Voici les images. La conférence sur la crise libyenne s'est ouverte lundi soir à Palerme, en Italie. Il s'agit d'une énième tentative de la communauté internationale en vue de mettre fin au chaos qui sévit en Libye depuis la chute de Kadhafi en 2011. L'Italie a organisé cette conférence car elle veut fournir sa contribution dans le cadre des Nations Unies au processus de stabilisation de la Libye. Ils seront ici présents, les principaux protagonistes du scénario libyen. Il y aura des chefs d'État et de gouvernement et 20 autres représentants des ministres des Affaires étrangères. Ici seront également présents les principales institutions internationales. Tout ça pour faire en sorte que finissent les combats armés et que la Libye puisse être lancée sur un parcours de stabilisation. Nous le faisons pour le peuple libyen et parce que nous voulons que le peuple libyen puisse décider de manière démocratique de son propre futur. Cette conférence succède à celle de Paris, tenue en mai dernier et qui avait abouti à un accord sur une date, le 10 décembre, pour la tenue d'élections nationales. Les assises se dérouleront sans le maréchal Haftar, homme fort de l'Est du pays, dont la participation a été démentie par le commandement général de l'armée nationale libyenne. Il faut dire que le maréchal Haftar est réticent à s'asseoir à la même table que certains des participants qu'il considère comme des extrémistes islamistes. En Tunisie, le Parlement a donné dans la nuit de lundi à mardi sa confiance au nouveau gouvernement de Youssef Chahed via un vote. Ce vote fait suite à un remaniement qui avait été critiqué par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. Reportage. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a présenté ce lundi au Parlement son nouveau gouvernement remanié, selon lui, pour faire face à des offensives politiques de la majorité. Ce remaniement pour lequel le président Béji Caïd Essebsi dit avoir été informé à la dernière minute a été approuvé à la majorité absolue. Tout le monde en Tunisie parle d'une crise gouvernementale, mais la réalité est différente de cela. La vérité, c'est qu'il y a une crise politique due à une partie de la couche politique qui a influencé négativement le travail du gouvernement. La prochaine étape doit être axée sur l'unité entre toutes les parties, entre tous les partis, autour du processus démocratique, une étape de réconciliation entre tous les Tunisiens, les patriotes et les démocrates, peu importe leur position, avant ou après la révolution. Une étape d'unité pour arriver aux élections dans de bonnes conditions de stabilité et de sécurité. À quelques mois des élections législatives prévues fin 2019, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a déploré des offensives politiques, le bruit et la perturbation qui ont affecté négativement la situation générale dans le pays. Pour lui, ces 2 dernières années, le gouvernement a travaillé sous des offensives politiques anarchiques dont les tirs des amis sont plus forts que les tirs de l'opposition, ce qui a créé un état de flou malsain dans un régime démocratique. En RD Congo, l'Union pour le progrès et le développement social, la UDPS, l'un des plus grands partis de l'opposition, a manifesté contre la désignation de candidats communs de l'opposition ce lundi à Kinshasa. Sous pression, Félix Tshisekedi a retiré sa signature de l'accord de Genève ratifié par 7 leaders de l'opposition le week-end dernier. Reportage.
La tension n'a cessé de monter ce matin au siège national de l'UDPS. La colère et le mécontentement battaient son règne au sein des militants et militantes de ce parti. Ils protestaient contre la décision de son président national Félix Tshisekedi, appelé affectueusement Fachi, de ratifier sa signature dans l'accord de Genève, désignant un candidat commun de l'opposition en la personne de Martin Fayulu. Pour eux, Tshisekedi ou rien. Chantons, crions, protestants, menaçant même de brûler le siège et chasser Félix Tshisekedi du parti, si seulement si il ne tempérait pas au desiderata de la base. L'UDPS, c'est les pyramides renversées. Voilà. Ce n'est pas les officiels du parti, mais c'est nous les bases qui décident. Il doit nous rendre compte de ce qu'il nous avait dit ici au Congrès. Katumbi doit apprendre la politique et nous disons non. Et nous restons catégoriques pour leur dire que nous sommes derrière Fachi. Après une longue réunion entre les responsables du parti, où la tension ne cessait de monter et le ciel devenait de plus en plus gris, enfin, c'est le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabound, qui fait son apparition. Il tente de calmer la population. Il rejette avec force l'accord de Genève qu'il qualifie de blague. L'UDPS ira aux élections avec ou sans la machine à voter. Jean-Marc Abound a lancé un ultimatum de 48 heures au président de son parti pour retirer sa signature de cet accord, tout en exigeant son retour au pays dans un bref délai pour battre campagne. La perspective d'un candidat unique de l'opposition en RDC aura été de courte durée. Suite à ces déclarations, le président national du parti, Félix Tshisekedi, a déclaré en début de la soirée qu'il retirait sa signature de l'accord de Genève, disant qu'il était obligé de respecter le souhait de sa base électorale qui refuse de reporter ses voix sur un autre candidat que lui. Au Cameroun, les poursuites contre la célèbre journaliste anglophone Mimi Mefo, qui avait initialement été inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État, ont finalement été abandonnées ce lundi par le tribunal militaire de Douala. L'annonce de l'arrêt des poursuites a été faite par son avocate. Les détails. Cri de joie au tribunal militaire de Douala. La journaliste Mimi Mefo a été libérée, déchargée de toutes les accusations que le commissaire du gouvernement portait contre elle. C'est donc en liesse que le collège d'avocats et les journalistes présents en grand nombre à l'audience ont quitté le tribunal militaire en célébrant une fois de plus la victoire de la liberté de la presse. On recommence à voir un semblant de justice pointer son nez à l'horizon. Nous ne pouvons que dire merci. Nous ne pouvons que dire merci à ceux qui, au niveau du gouvernement camerounais, ont permis que cela se fasse. Cela veut dire que tout n'est pas perdu, que notre pays n'a pas plongé complètement dans le désordre, qu'il reste de la place pour l'ordre. Le commissaire du gouvernement s'est prononcé pour déclarer la décision de l'abandon des charges qui pesaient contre la journaliste de Kinos Radio et Télévision. C'est sur la base de la disposition de l'alinéa 4 de l'article 13 du Code de justice militaire que la rédactrice en chef du service de langue anglaise de Kinos est donc répartie du tribunal militaire de Douala dans un soulagement définitif. C'est une issue heureuse. Mais je dois dire que les choses ne pouvaient pas en être autrement. Parce que l'arrêt des poursuites a été ordonné et ce qu'on avait à faire, c'est ce qu'on a assisté tout à l'heure lorsqu'on a passé la parole à monsieur le commissaire du gouvernement. À noter, la journaliste répondait aux accusations de propagation de fausses nouvelles, outrage aux forces armées et incitation à la révolte contre le gouvernement. La détention de Mimi Mefo a suscité une vague d'indignation dans la coopération des journalistes. Une forte mobilisation a été observée. D'autant plus que ces derniers mois, les arrestations de journalistes se sont multipliées dans le Cameroun. Michel Biemton en est l'exemple le plus marquant. Celui-ci est détenu depuis plus de 2 semaines au secrétariat d'État à la Défense. Il est soupçonné d'être en contact avec les sécessionnistes. La ministre française des Forces armées, Florence Parly, et la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, se sont réunis à Bamako. Objectif, discuter de l'accord de paix troublé du Mali et de la force antiterroriste des 5 pays du Sahel, le G5 Sahel.
dans le but de discuter de l'accord de paix troublé du Mali et de la force antiterroriste de 5 pays du Sahel, le G5 Sahel. Les ministres françaises et allemandes de la Défense se sont rendus au Mali où elles ont rencontré ce lundi à Bamako les militaires européens qui, dans le cadre de la coopération, participent à la formation des militaires maliens. Florence Parly et son homologue allemande, Ursula von der Leyen, ont également rencontré à Bamako le commandement de la force conjointe G5 Sahel. À l'issue d'une rencontre avec les deux femmes, le chef de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, le général mauritanien Anena Ould Sidi, a déploré le manque d'équipement et l'absence de nouveaux quartiers généraux après l'attaque qui a frappé fin juin, celui de Sévaré dans le centre du Mali. Il a notamment cité des équipements majeurs comme les blindés, les équipements contre les engins explosifs improvisés. Face à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagnés à leur tour par les violences djihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires, le G5 Sahel a réactivé en 2017, avec l'appui de la France, son projet de force conjointe initialement lancé en 2015. En Ouganda, 11 jeunes garçons ont été tués et 20 grièvement blessés dans l'incendie de leur dortoir d'une école du sud du pays. L'incendie est survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs élèves ont été tués dans l'incendie de 3 dortoirs pour garçons dans l'école secondaire Saint-Bernard de Raquet dans la nuit de dimanche à lundi. Les responsables sont venus et ont mis un cadenas sur ces 2 pièces. Ils ont mis 2 cadenas sur ces 2 pièces et les ont brûlés. C'est donc un peu difficile pour les étudiants de sortir de la pièce. 9 corps ont été retrouvés et plus de 30 étudiants ont été sauvés de la tragédie, ont dû être amenés dans divers hôpitaux de Masaka. Ils sont en cours de traitement. Le principal de l'école secondaire Saint-Bernard de Raquet, Henri Nsoubuga, a indiqué soupçonner des écoliers récemment expulsés d'être derrière cet acte haineux. Selon le chef de la police locale, la cause de l'incendie reste à établir, mais la police a arrêté 3 personnes dont un garde de l'école. Au Burkina Faso, l'un des principaux acteurs du coup d'État manqué de 2015, le colonel Boreima Kéré, a dénoncé ce lundi à la barre le manque de fermeté de la hiérarchie militaire lors des faits, l'accusant d'avoir accompagné le mouvement. Procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, le nom du colonel-major Kéré, proche du général Gilbert Diendéré, a été cité comme celui qui a signé le communiqué qui nomme le général Gilbert Diendéré président du Conseil national pour la démocratie, l'organe politique du coup d'État. Mais à la barre ce lundi, l'ancien chef d'état-major particulier du président de la transition, Michel Kafando, a rejeté les faits qui lui sont reprochés et évoque le contexte pour justifier les actes qu'il a posés, poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État et meurtre et coups et blessures volontaires. Le colonel-major Boreima Kéré a reconnu avoir signé le communiqué qui annonce le putsch et consacre Gilbert Diendéré président du Conseil national pour la démocratie. Il reconnaît également avoir envoyé une mission à la frontière ivoirienne pour récupérer du matériel de maintien d'ordre sous les ordres du général Diendéré. Il dit avoir été mis devant le fait accompli. Dans ce coup, avant de lancer, c'est une trahison de la part des auteurs. C'est la première fois qu'un accusé témoigne en faveur de la hiérarchie militaire, accusé jusque-là d'avoir joué un double jeu. Au total, 84 accusés sont jugés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Ipene Bassolé, cerveau présumé du coup manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. Ainsi se referme cette page de l'information sur SICA. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.